Le doudouk est un instrument qui se prête à toutes les musiques. Rendu à la modernité par les artistes d'aujourd'hui, nous avons rencontré à Marseille les virtuoses de cette flûte traditionnelle arménienne. À Marrakech, nous découvrirons ensuite un jardin extraordinaire, celui du peintre Majorelle, magnifié par le couturier Yves Saint-Laurent. Au sommaire également la citadelle de Bastia en Corse qui aspire à rassembler les artisans et les artistes d'art dans cette partie de la vieille ville. Et puis retour sur la première exposition de photographes arabes contemporains en 2006 à Paris, un regard unique et engagé sur la société et la vie quotidienne au Moyen-Orient. C'est un simple cylindre de bois d'abricotier percé de quelques trous de la famille du hautbois. Le doudouk, vieux de 3000 ans, est uniquement fabriqué en Arménie. On dit qu'il représente l'âme de son peuple, à la fois mélancolique et joyeux. Depuis quelques années, cet instrument est devenu incontournable sur la scène des musiques du monde et au cinéma. On l'ignore souvent, mais le doudouk, flûte traditionnelle arménienne, s'entend partout. Dans les plus grands films hollywoodiens ou même plus récemment dans des jeux vidéo. On ignore aussi qu'un de ses ambassadeurs les plus célèbres au monde est marseillais. Là, je me prépare rapidement pour vous faire plaisir, mais c'est 2 heures minimum de préparation de l'embout avant qu'il s'ouvre, qu'il se referme un peu, qu'il soit sur la période où il va sécher. À ce moment-là, le son est parfait. À 14 ans, Levon Minassian se prend de passion pour un doudouk rapporté par ses parents d'Arménie. Commence alors un long apprentissage fait de conseils recueillis auprès d'artistes arméniens en tournée ou à la source en Arménie, aux côtés des plus grands maîtres. Dès que j'ai pris le doudouk dans mes mains, je ne l'ai plus lâché jusqu'à ce jour. Et il a imprégné ma vie, tous les jours de ma vie. Donc c'était pour moi magique et j'ai travaillé jusqu'à ce jour sans jamais penser arriver à quelque chose. C'est que de la passion, c'est que de l'amour pour un instrument. Donc du coup je l'ai travaillé sans cesse, juste par plaisir et par amour de l'instrument. Ce soir-là, Levon donne un concert à guichet fermé dans sa ville, au théâtre Tourski. Si l'ancien bijoutier enchaîne aujourd'hui les représentations dans le monde entier, c'est grâce à une rencontre improbable. En 1992, un célèbre artiste cherche un joueur de doudouk pour son prochain album et sa tournée mondiale. Et du coup la télévision m'a appelé et ils m'ont expliqué que Peter Gabriel recherchait. Ils me recherchaient à vrai dire, et du coup ils m'ont demandé s'ils pouvaient donner mon numéro de téléphone pour qu'ils m'appellent. Et moi je dis pas de souci. Donnez-leur mon téléphone, et puis il m'a téléphoné. Je suis parti à Londres à enregistrer, et notre histoire a commencé comme ça. Ça a été le départ de tout à vrai dire. Parce que quand on rencontre une personnalité comme Peter Gabriel, ça nous met quand même un pied à l'étrier. Et du coup ça fait avancer les choses à grands pas, et ça devient génial. Dès lors, les collaborations s'enchaînent avec Sting, Manu Katché, Aznavour et de nombreuses stars de la world music. Levon compose aussi une vingtaine de musiques de films comme La Passion du Christ de Mel Gibson, Mérig d'Henri Verneuil, Amen ou encore La Source des femmes. À Marseille, la communauté arménienne représente 10% de la population. Depuis 2001, à l'école de musique et de danse de la JAF, la jeunesse arménienne de France, on s'attache à perpétuer les traditions.
Regarde. Tu faisais des croches en fait. Vas-y, refais. Gabriel, lui, a découvert le doudouk il y a 3 ans. Une véritable révélation. Ouais, c'est ça. Reprends du début. Reprends du début. Quand je joue, quand le son il est très doux, ça me donne envie de jouer tous les jours, ne pas aller à l'école, jouer du doudouk. Après, il y a... C'est une passion ? Oui. Ma passion, c'est le doudouk. C'est un instrument qui est pas évident et qui demande aussi certaines capacités physiques. C'est pour ça qu'avec les enfants, on commence à un certain âge. Ou alors, s'ils sont vraiment motivés, on les fait commencer assez jeunes. On peut commencer vers l'âge de 7-8 ans, mais à ce moment-là, on va jouer avec des anches très souples. Et dès que je le peux, dès que j'ai un élève qui en vaut la peine, dès que je vois qu'il y a un élève qui est motivé, je lui propose de compléter l'enseignement que je lui propose avec l'enseignement justement de mon maître en Arménie, parce que j'estime que l'essence même du doudouk, elle est là-bas. Levon Kozian est lui aussi un enfant de la JAF. Danseur et joueur de doudouk, il mène aujourd'hui ses propres projets artistiques. Mais tu as raison pour l'histoire de... Le doudouk n'a pas besoin d'être dépoussiéré, on va dire, mais par contre, bon, ça ne nous déplaît pas de le faire. On peut jouer autant du traditionnel, et c'est vrai que ça se fait de plus en plus, mais moi je le fais le premier aussi, c'est de jouer du jazz avec du doudouk par exemple, ou je joue avec un artiste qui fait de la pop, qui s'appelle Agop. Je joue du doudouk. Je joue de la pop avec du doudouk, je joue du jazz avec du doudouk, je joue du traditionnel avec du doudouk. Donc c'est vraiment un son, un instrument qui s'y prête un peu à tout. Pour moi, c'est pas un instrument moderne, c'est le musicien qui le rend moderne, en fait. C'est la façon de jouer l'instrument, c'est la façon de faire ses nuances, de faire ses notes. Voilà, c'est vraiment le musicien qui joue et qui fait du doudouk un instrument moderne. Reflet de l'âme du peuple arménien, le doudouk s'adapte à tous les styles. Universel, il est inscrit depuis 2008 par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Avec près d'1 million de visiteurs en 2017, le Jardin Majorelle est l'un des joyaux de Marrakech. Racheté et sauvé de la destruction par Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, le couturier venait y puiser son inspiration dans la ville. Tout près, un musée porte maintenant son nom, où de jeunes créateurs marocains marchent dans ses pas. Avec un record de 11 millions de visiteurs en 2017, le tourisme marocain a retrouvé des couleurs, malgré les baisses liées à un contexte international chargé. Marrakech est en tête des villes les plus fréquentées du royaume. Le tourisme culturel y tient une place de choix. Le Jardin Majorelle est une oasis exotique que l'on doit au peintre Jacques Majorelle, qui fit l'acquisition de la propriété en 1923 pour y installer son atelier. Passionné de botanique, il y a planté des centaines de variétés rares d'arbres et de plantes. Il y a aussi introduit ses couleurs, pergola, portail et jarre, ce part de tons vifs qui rappellent l'Afrique. C'est en 1966 que le couple Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, en arrivant à Marrakech pour la première fois, découvre le Jardin Majorelle. Et c'est une rencontre, c'est un coup de foudre, comme pour Marrakech, puisque dès ce premier séjour, il décide d'acheter une maison à Marrakech. Et comme on sait,
Yves Saint Laurent viendra à Marrakech régulièrement, c'est là où il dessine toutes ses collections en étant à Marrakech. Et le jardin Majorelle fait partie de leur vie quotidienne. Et le jour où ils apprennent que ce jardin allait disparaître, on est en 1980, c'est pour ça qu'ils décident de l'acheter pour le sauver. Pas pour le garder privé, mais pour continuer l'œuvre de Jacques Majorelle et de le laisser ouvert au public. Mais on ne pouvait pas s'imaginer au début des années 1980 que Marrakech allait devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui et que le jardin Majorelle allait accueillir 900 000 personnes en 2017. Le jardin revient de loin. Dans la frénésie d'extension de la ville ocre, il a été la cible de promoteurs. Pierre Bergé et Yves Saint Laurent voyaient plus loin. Ils ont même souhaité partager leur collection personnelle d'art berbère pour montrer la pluralité de la culture marocaine dans un musée ouvert en 2011 à la place de l'ancien atelier de Jacques Majorelle. C'est sûr que quand on vient aujourd'hui au jardin Majorelle, on pense à Majorelle, mais on pense à Yves Saint Laurent. Parce qu'il n'y aurait pas de musée Yves Saint Laurent à Marrakech s'il n'y avait pas le jardin Majorelle et derrière Pierre Bergé et Yves Saint Laurent. En octobre 2017, jouxtant le jardin, le musée Yves Saint Laurent a ouvert ses portes. Toujours soucieux de pérenniser l'œuvre de l'artiste, Pierre Bergé en a supervisé le moindre détail avant de rendre son dernier souffle, un mois avant l'ouverture. À l'extérieur, le bâtiment se présente comme un assemblage de cubes qui rappellent les motifs de la trame du tissu. L'intérieur se veut être comme la doublure d'un vêtement, lisse, velouté et lumineux. Il s'agit d'un musée, mais plus que cela, il s'agit véritablement d'un centre culturel. Nous avons capacité à programmer des expositions temporaires. Nous avons un auditorium multi-usage, je dirais, qui nous permet à la fois de projeter des films, d'organiser des performances live, de musique, de danse, d'organiser des colloques, de retransmettre des opéras en partenariat avec l'Opéra de Paris, par exemple. Et nous conservons ici à la fois les objets issus de la collection de la Fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent, à peu près 1 millier d'objets, et à côté de ces espaces, un espace considérable de conservation dédié à la collection du musée berbère au sein du jardin Majorelle lui-même. Si Paris est le lieu de la création, Marrakech pour Saint Laurent, c'est le lieu de l'inspiration. Et dans son travail, on le sent de manière très évidente, il y a eu une introduction massive de la couleur. C'est le lieu de l'inspiration et de toutes les expérimentations, je dirais, et les ailleurs que Saint Laurent a explorés et qu'il doit beaucoup à Marrakech. Pierre Bergé savait distinguer les couturiers qui se servaient des femmes de ceux qui les servaient. C'est ce qu'il a pensé en découvrant le travail d'un styliste marocain très talentueux, Nourdine Amir. Il y a quelques années, Pierre Bergé était invité à un défilé des jeunes créateurs de mode marocains. Il a vu l'œuvre de Nourdine Amir et il était absolument fasciné par cette œuvre. Et donc Pierre Bergé lui a dit, écoutez, dès que le musée est fini à Marrakech, je veux te présenter tes créations au Maroc. Et donc voilà, le musée était inauguré en octobre. Et c'est notre deuxième exposition temporaire et on est très fiers de pouvoir montrer l'œuvre d'un jeune Marocain. Les créations de Nourdine Amir questionnent. S'agit-il vraiment de robes ou de sculptures, de personnages fantasmagoriques ou de vêtements habités, inspirés des constructions amazighes? Soie, laine, raffia, les fibres sont détournées, transformées. Chez Nourdine Amir, le précieux se cache et le banal devient extraordinaire. C'est mon concept à chaque fois, donc je commence par créer une matière, une forme, et c'est la matière qui me guide à créer les formes. Affranchi des dictates de la mode, Nourdine Amir puise dans la richesse de ses origines sans tomber dans le folklore. Il offre des œuvres poétiques et organiques. Yves Saint Laurent, c'est parmi les créateurs qui m'ont toujours touché parce que c'est un artiste, Yves Saint Laurent.
L'occasion de, quand j'ai exposé à l'Institut du monde arabe, que Pierre Berger a vu mon travail, il m'a ouvert des portes. Lui, il a très très bien compris l'histoire. Et ça m'a donné un plaisir énorme. C'est quand même phénoménal que, depuis l'ouverture, que nous recevons autant de monde, plus que 2-3 000 personnes par jour. On imaginait, pour être très honnête, 500-600 visiteurs par jour. Mais c'est formidable, c'est bien pour le Maroc. On est là à servir le Maroc aussi. Un pays qui avance entre deux mondes, entre deux modes. La citadelle de Bastia a toujours vécu au rythme des métiers d'artisans. Depuis quelques années, des ateliers plus artistiques ont pris leur place. Certains ambitionnent de faire de cette partie de la vieille ville un véritable village qui réunirait tous les créateurs de la cité et participer ainsi à sa revitalisation. Ça va, Martine? Nous sommes dans une échoppe d'artisans ouverte l'été dernier, en plein cœur de la citadelle de Bastia. Martine Chouinard, potière, installée à Cisco dans le Cap Corse, vient y déposer quelques pièces de sa collection. Des objets en grès, brutaux émaillés. L'endroit est conçu pour établir un lien entre artisans passionnés. La maîtresse des lieux est-elle bijoutière? Ses créations, des colliers, des bracelets, de pierres, de perles, de tissus et de cuir. Pour les réaliser, elle est aussi brodeuse, couturière. Un savoir-faire pluriel qui ne s'apprend pas dans une école. Artisan, Christine Olivier aspire à être artisan d'art. C'est une reconnaissance en fait, parce qu'il n'y a pas de diplôme. Je ne me sentais pas sûre de moi et je voulais vraiment bien évoluer dans mon métier et pouvoir... parce que d'être artisan d'art, c'est proposer à la demande, du sur-mesure. Donc là, il faut quand même être formé. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis partie sur le continent avec une artisane d'art qui a pu, elle, me former sur toutes ces techniques, en fait. Vous êtes ici à la Citadelle. C'est un lieu que vous avez choisi, qui correspond à votre métier? Ah mais complètement. Déjà, le local, qui est vraiment... typique et qui, je trouve, se prête à tout ce qui est à l'artisanat, à les métiers d'art. C'est un lieu chargé d'histoire, authentique et qui rejoint un peu tout ce qui est artisanal, métier d'art. Et j'espère qu'elle peut se développer dans ce sens, entre autres. La Citadelle a toujours vécu au rythme des métiers d'artisans. Ils peuplaient les rues, occupaient les caves. Les artistes peuvent-ils les remplacer? Gabi Momberti est artiste peintre. Installée jusque-là dans un autre quartier de la ville, elle a choisi d'établir son atelier au sein de la Citadelle. Ses outils ne sont là que depuis quelques jours, mais l'artiste a déjà conquis son nouvel espace. Elle rêve d'un quartier d'artistes en plein Bastia. Déjà, Bastia, c'est un musée à ciel ouvert. C'est une ville qui est splendide, avec des bâtisses, avec un patrimoine. Moi, mon rêve, c'est que tous les artisans de Corse arrivent à la Citadelle et que les gens de la Citadelle ouvrent leurs caves justement à ces artisans qui ont un savoir-faire énorme. Voilà, il y a des ferronniers, il y a des gens qui travaillent le bois, il y a des couteliers, des verriers, des potiers. Et si toute la Citadelle était ouverte comme ça à ces gens-là, ça serait superbe. Si elle a fait le choix de la Citadelle, c'est aussi pour y espérer des rencontres. Gabi Momberti aime parler de ses tableaux, de ce qui la pousse à peindre. Ma peinture, c'est un message, voilà, que je veux faire passer. Donc il y a plein de thèmes abordés, il y a de la littérature, de la musique, des voyages, des histoires d'amour. Alors celui-ci, il y a une fontaine, il y a des gens, et il y a toute une vie sur un tableau. Et si vous voulez, ces oiseaux qui jacassent peuvent aussi représenter des gens qui jacassent des fois peut-être un peu trop. En dehors des murs, cette partie de la vieille ville aspire aussi à se redynamiser. Commerces de proximité, bars, et parmi eux, l'une des boutiques les plus anciennes du quartier. Voici l'antre d'un autre artisan d'art,
Cédric Bohard, tapissier de meubles. Au départ, l'entreprise de tapissier, c'était mon père qui l'a créée. Celle-là, elle a été créée par mon père en 77. Et moi, j'ai repris en 2000, donc ça fait déjà 17 ans. Mais avant ça, elle a une histoire familiale, puisque c'est mon arrière-arrière-grand-père qui en a fait l'acquisition. C'est mon arrière-grand-mère qui l'a utilisé, qui faisait les tourtes de pois chiches, les castagnacci, les pizzas à l'époque, les glaces, toujours artisanales. Il y a eu un moment où il y a eu les premières normes européennes qui ont fait que bon, ça a dû fermer un temps. Puis mon père a repris le local pour créer le tapissier. Et voilà. Moi, je me régale parce que je crée. Voilà, je crée, j'offre une nouvelle vie à quelque chose de fané ou de fatigué. Cédric Bohard ne compte pas ses heures dans la boutique familiale. Pour clouter, défaire un fauteuil, y remettre du crin, recouvrir l'assise de tissu. Œnologue de formation, il ne se destinait pas à être tapissier, mais l'appel de ce métier d'art et l'amour irraisonné pour son endroit, la place d'Armes, ont été les plus forts. Tous les artisans le savent, pourtant, pour y rester, il faut s'accrocher. Voir s'ouvrir d'autres boutiques, à coup sûr, un pari difficile, mais un pari pour l'avenir. Enfin, réouvrons grand les yeux sur une exposition inédite de photographes arabes à Paris en 2006. Leurs clichés, portraits ou scènes de la vie quotidienne reflètent les combats qui déchirent les sociétés de ces pays, entre tradition et modernité. Un art engagé dans lequel les femmes ont pris toute leur part. C'est notre reportage mémoire de cette semaine. Frontière jordano-irakienne, un camp de réfugiés de la guerre du Golfe, on l'appelle No Man's Land. Une autre image, elle est issue d'un reportage dans les rues de Bagdad en 2002. Toutes ces photographies ont été réalisées par Dalia Hamissi, une jeune Libanaise. Mariage à Téhéran, lecture du Coran à Alexandrie, Jihan Amar, elle, observe la vie intime de ses amis, de sa famille, à travers tout le Moyen-Orient. Autant de points de vue sur un monde presque invisible en Occident. Début 2006, pour la première fois, Paris accueillait une exposition collective de photographes arabes contemporains. La plupart des clichés qu'on voit des photographes occidentaux, c'est l'actualité politique, l'actualité chaude, les guerres, les manifestations, les tremblements de terre, etc. Et puis d'autre part, il y a des photographies, entre parenthèses, très touristiques, le Sahara, le désert. Mais il n'y a jamais un regard, contrairement à ce qu'on voit dans cette exposition, un regard pris de l'intérieur de la société. Dans cette série d'autoportraits, la franco-marocaine Yasmina Bouziane s'amuse des stéréotypes véhiculés dans les photographies occidentales de l'époque coloniale. Une majorité de regards de femmes, ce n'est pas un hasard. En Occident, l'image de la femme dans le monde arabe, et plus généralement dans le monde musulman, est erronée. On la montre opprimée, voilée, écartée de la société. C'est peut-être le cas dans certains endroits, mais ce n'est pas la règle, ce n'est pas la vérité. Il y a beaucoup de femmes qui sont créatrices, artistes. Elles sont omniprésentes et leur travail est remarquable. Je partais pas du tout pour faire ce travail-là, hein. C'était pas du tout ça. Ce qui m'intéressait, c'était de faire un travail sur les gens. Et puis ce mur à Bethléem m'a interpellée, c'est petit Bethléem. Et c'est le mur à l'entrée de Bethléem. Il vous gifle à la figure. Farida Hamak poursuit son travail sur les traces de guerre. Un travail ébauché dans les années 80 quand elle était reporter de guerre au Liban. Images de studio kitsch et glamour, star d'hier et d'aujourd'hui. Le photographe égyptien Youssef Nabil vit à New York. Son inspiration a ses racines dans son enfance au Caire. C'est très important le cinéma pour les Égyptiens.
Moi, j'ai grandi avec ça et je me rappelle de regarder beaucoup de films égyptiens, noir et blanc, anciens. Et j'étais très fasciné par ça, par déjà l'idée des stars, l'idée... c'était très joli, l'Égypte à cette époque. Youssef Nabil réalise ces photographies en noir et blanc qu'il colorie minutieusement à la main. Elles sont exposées aujourd'hui dans les galeries les plus prestigieuses. Des images douces comme le sourire de l'écrivain Naguib Mahfouz. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, l'engagement de l'artiste est bien là. Ainsi s'achève cette émission pour aujourd'hui. Rendez-vous très bientôt pour parcourir avec vous les chemins de Méditerranée.